Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce nouveau rendez-vous d'Espace Éco sur SICA. Les activités économiques entre le Bénin et le Niger sont au ralenti à la suite de l'effondrement du pont de Malanville sur le fleuve Sota. Le trafic est au point mort et des centaines de camions de marchandises destinés au Niger sont restés bloqués sur le territoire béninois. Seule voie directe entre le Niger et le Bénin, ce pont constitue une véritable plaque tournante des transactions qui pèsent lourd dans les deux économies, l'essentiel du fret nigérien passant bien entendu par le port de Cotonou. Et si le gouvernement béninois a promis d'ériger une nouvelle passerelle en 45 jours, des craintes subsistent toutefois en ce qui concerne les impacts de cette situation sur les économies du Bénin et du Niger. Mais comment les deux États ont pu manquer de voir venir l'effondrement d'un pont d'une aussi grande importance économique? Quelles sont les pertes aussi bien pour les transporteurs béninois que pour les importateurs et exportateurs nigériens? Quelles pourraient être les conséquences d'une telle situation pour le port de Cotonou? Eh bien, on mènera la discussion et ce sera juste après ceci. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Ali Hassan Babouni. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Transporteur béninois, vous êtes également le secrétaire général du patronat des entreprises de transport du Bénin, Pétrans Bénin. Merci d'être avec nous. C'est moi. Également avec nous, Fidèle Sonon, vous êtes consultant en management des organisations. Docteur Sonon, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel Crépy, bonjour à nos téléspectateurs. Voilà. Le pont de Malanville qui cède sous la furie du fleuve Sota, plus de 700 camions transportant des marchandises à destination du Niger qui sont restés bloqués sur le territoire béninois. Monsieur Babouni, on peut dire que c'est un mauvais temps pour les importateurs nigériens, mais aussi pour les transporteurs béninois, transporteurs que vous êtes. Merci, monsieur le journaliste. C'est un mauvais temps. Je serai plus incisif, c'est un sale temps. C'est un sale temps, pourquoi? Parce que, vous imaginez, c'est la rentrée. Et les transporteurs, c'est-à-dire sur toute la ligne, qui dit transporteur dit d'abord conducteur, dit mécanicien, dit comment appelle-t-on, dit graisseur, etc. Dit bonnes dames qui vont au bord de la voie. De toute façon, toute une panoplie d'acteurs qui aujourd'hui ne savent plus où donner de la tête. Vous avez dit dans votre introduction plus de 700 camions. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 camions. Ça a changé. En 2 semaines, ça a évolué. Ça a évolué, ça a eu le temps d'évoluer. C'est plus de 1000 camions. Effectivement, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, si bien que les mots me manquent pour qualifier cela. Mais à combien à peu près on peut estimer les pertes pour les transporteurs depuis cet incident? Ça, c'est des milliards. Je suppose. Je prends le plus simple coût. Un camion qui charge depuis le port de Cotonou via Niamey, ça fait au moins 1 200 000. Faites 1 200 000 fois 1000. Vous voyez ce que ça fait? Des milliards, comme vous l'avez dit. C'est des milliards. Monsieur Sonon, vous avez écouté religieusement le syndicat des transporteurs, du patronat des transporteurs, le secrétaire général. Votre avis par rapport Oui, c'est assez déplorable et c'est une voix autorisée qui parle. Et évidemment, on était aux chiffres communiqués dans la presse. Il y a quelques jours, plus de 700 camions. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 camions. Et il a dit, c'est des conséquences énormes sur des conséquences, j'allais dire, socio-économiques et même, moi, je pense, politiques. Et on pourra rentrer dans les détails plus tard. Alors, effondrement de l'unique pont qui relie directement le Bénin au Niger, un pont d'une extrême importance économique, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour d'autres pays de l'Interland et certains États du nord du Nigeria. Comment est-ce que cela a pu arriver sans que les autorités ne voient venir l'effondrement d'un pont de si grande importance?
Voilà, c'est ça la question, à mon avis, la question la plus pertinente à poser aujourd'hui. Parce que vous savez, ailleurs, lorsque des choses comme ça arrivent, surtout en Occident, les gens prennent ça comme une opportunité pour réfléchir, pour se demander, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce qu'on peut éviter ça à l'avenir? Et lorsque je lis sur les réseaux sociaux et dans la presse en général que le gouvernement actuel n'a aucune responsabilité et que c'est la responsabilité des gouvernements précédents, je dis ça n'est pas sérieux. Il faut qu'on commence à prendre les populations un peu plus au sérieux. Parce que si on continue de réfléchir comme ça, par effet de domino à l'inverse, on va toujours rejeter la responsabilité sur les régimes précédents. Du moment où vous avez levé le doigt pour dire que vous voulez gérer un pays, vous prenez la responsabilité de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas. Vous héritez des actifs et des passifs du régime précédent. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez l'hôpital de zone d'Alada, c'est un financement mobilisé par le gouvernement Yahya Boni. Mais c'est un actif que ce gouvernement a bien inauguré. Ce que vous voulez dire, c'est que l'État est une continuité. Il y a un principe de management public qui dit que l'État est une continuité. Et une continuité, cela veut dire que vous héritez des actifs et des passifs. Donc, le gouvernement actuel, une fois que vous décidez de, j'aime utiliser le mot bouter dehors le régime précédent, vous faites l'état des lieux et vous voyez qu'est-ce qui est pertinent où vous allez injecter de l'argent. Est-ce que vous avez trouvé la réhabilitation de ce pont, par exemple, dans les grands travaux du PAG? La réponse, c'est non. Pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas prévu ça parce qu'on aurait dû faire des études pour savoir nos infrastructures publiques, quelles sont celles qui sont dans un état où elles nécessitent des maintenances. Donc, c'est bien la responsabilité de ce gouvernement, parce que c'est ce gouvernement qui est là. Et je finis pour dire, j'aime faire des analogies. Le président Talon est un homme d'affaires. Il n'achèterait jamais une entreprise qui n'est pas capable de redresser. Donc, s'il prend la responsabilité de gérer ce pays, c'est parce qu'il sait le faire. Et donc, il a la responsabilité, je parle du gouvernement, d'y avoir pensé et de planifier ça dans le PAG. Et j'espère que le PAG sera révisé et que des projets comme celui-là vont entrer dans le PAG. Monsieur Baboni, est-ce que vous vous êtes également posé cette question? Comment est-ce que l'État béninois n'a pas vu venir un tel incident? Un pont d'une aussi grande importance économique. Bon, je vais adoucir un peu, mais pas parce que j'ai peur, mais je pourrais dire que peut-être ça leur a échappé. Ça leur a échappé, on s'entend sur ça. Ce pont-là était en train de manifester, comment appelle-t-on, son effondrement depuis des années. Vous imaginez un pays où nous n'avons que pour seule ressource le transit. Nous sommes un pays de transit, dit-on. C'est-à-dire, c'est nous, dans notre port, que les autres viennent prendre leurs marchandises. Et l'une des raisons de cet effondrement du pont de la Sota, c'est la surcharge. Nous sommes venus ici maintes fois pour dénoncer cela. Du régime de Yahya Boni, de ce régime-ci, le régime de la rupture. Ils sont là. Aujourd'hui, quelqu'un, j'ai lu sur les réseaux sociaux, ça fait 29 mois. Mais il est temps quand même de prendre les taureaux par les cornes. Même si vous ne connaissez pas la maison, vous êtes arrivé à la maison, 29 mois dans une maison, vous devez quand même savoir ce qui s'y passe. Il a bien planté le décor. Effectivement, c'est une négligence, tout court. C'est une négligence. Car on ne peut pas voir le pont de la Sota il y a 3 mois aujourd'hui et ne pas savoir que ce pont-là va s'effondrer. Le pont a déjà donné des signaux d'alarme. Et ce n'est pas ce pont. Si je prends, il y a un pont là, à Boudaro. Ils savent de quoi je parle. Ce pont-là aussi, s'ils ne font pas attention, d'ici à là, ça va lâcher. J'ai ouï dire qu'ils vont reprendre la route Berouboué, Malanville. Vivement que cela se produise pour qu'au moins ils voient sur la route les ponts qui ont des problèmes. Ce n'est pas le seul pont sur la Sota qui a des problèmes sur la rue.
Cela pose un problème de maintenance de nos infrastructures. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beaucoup de pertes pour les transporteurs béninois, mais c'est également beaucoup de pertes pour les importateurs, exportateurs et grossistes nigériens. Nous nous sommes tournés vers eux pour savoir ce qu'ils pensent de cette situation. Et notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou, s'est adressé au secrétaire général des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. On l'écoute. Les impacts sont d'ordre économique. Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques ont mis tous leurs œufs dans un seul panier. Donc presque toute leur richesse est dans ces véhicules. L'impact en dehors de l'ordre économique, c'est la quiétude. La quiétude, parce que quand vous injectez de l'argent et que vous n'avez ni l'argent ni la marchandise, il y a un problème de peur. De peur parce que vous ne savez pas dans quelle situation se trouvent vos marchandises. Il peut y avoir une pénurie, il peut y avoir des avaries, il peut y avoir des disparitions de marchandises, il peut y avoir des frais additionnels tels que les frais de surestaris, les frais de gardiennage, les frais que les transporteurs peuvent demander, parce que leurs camions ont séjourné plus d'une semaine, comme vous l'avez dit. Donc ils peuvent demander réparation pour abus de stationnement. C'est vrai, ce n'était pas une indépendance de la volonté des opérateurs économiques, mais c'est quelque chose qui se prévoit dans les calculs du coût de revient. Incertitude, peur, avarie, frais supplémentaires, docteur Sonon, réaction? Oui, voilà, effectivement, voilà les conséquences. Il les a bien listées pour le Niger. Mais on ne voit pas immédiatement les conséquences pour le Bénin. Il y en a énormément. À moyen terme, je ne sais même pas si je vais dire moyen terme, si ce n'est même pas à court terme, parce qu'en 45 jours, j'ai entendu dire qu'en 45 jours, l'État béninois veut rétablir le pont. Mais en 45 jours, beaucoup de décisions peuvent être prises. C'est vrai que la route entre le port de Cotonou et le Niger est plus profitable pour les transporteurs, mais si cela doit continuer, naturellement, il y aura des conséquences aussi pour le port de Cotonou, dont le trafic, enfin le port de Cotonou qui n'était pas déjà assez fréquentable. Donc, effectivement, on espère que le gouvernement va prendre les dispositions qu'il faut. Peut-être que monsieur le transporteur va nous le dire tout à l'heure, un certain nombre de dispositions pour aider les transporteurs à traverser cette crise, je l'espère vivement. Monsieur Baboni, incertitude, peur, avarie, frais supplémentaires, ce sont les réalités auxquelles sont exposés désormais les importateurs nigériens. Oui, j'ai entendu de mon ami monsieur Chombiano. Effectivement, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Vous voyez, le problème, effectivement, c'est les deux pays. C'est les deux pays, mais l'État est en train de faire certains efforts pour que la situation puisse quand même trouver quelques prémices de solution. D'abord, ils ont dit 45 jours. La première grue. Je vous dis, moi, je suis tout le temps sur la voie. Je suis aussi un expert de l'UEMOA. Je suis aujourd'hui chargé au Bénin, chargé du comité de gestion entre le Bénin, le Niger et le Mali, au niveau de Gao, au sein de l'UEMOA.
Donc je suis dans ce comité de gestion-là. Nous nous retrouvons souvent ensemble avec M. Tchombiano et autres. Vous voyez, c'est grave, c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. On nous a trouvé un contournement, sinon deux. On dit de prendre de Cotonou, de venir à Madekali, Boudjekali, rentrer dans le nord du Nigeria, sortir par Kamba et relier la frontière Gaïa. Mais ce premier contournement comporte beaucoup d'incertitudes. Quelles sont ces incertitudes? Les incertitudes, d'abord, premier aspect, l'insécurité. Nos collègues de Kandi ont essayé d'aller visiter les lieux. Eh bien, il y a des parties où c'est des marécages. Donc, si un camion s'aventurait à y passer, eh bien, il va y rester. Donc, nous avons dit au ministre, cette solution, mettons cela de côté. Vous préférez donc le contournement par le Burkina Faso? Le contournement nous venons à Parakou. Nous ne passons pas Djougou, Natitengu, Porga. Porga, on rentre à Niamtougou, on prend par Fada. C'est une distance de 177 km. Niamtougou, vous passez d'abord par le Togo? Non, on rentre dans le Burkina. Tendango, je veux dire, Tendango. Okay. On rentre dans le Burkina. Et on prend la route de Fada. Nous prenons la route de Fada. Et maintenant, nous regagnons la frontière burkino-nigérienne. C'est ça qui nous fait près de 177 km. Ça a un coût. Lorsque il n'y a pas cet importateur aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, qui va vouloir supporter cela. Ce qui dit commerçant dit calcul. Donc aujourd'hui, les gens l'empruntent, mais de façon timide. Si vous voyez les gens l'emprunter, c'est souvent les importateurs qui ont leur propre camion. Et ces camions ont chargé leurs propres marchandises. Ils savent que là, le coût, ça va être allégé pour eux. Nous, transporteurs routiers de marchandises, sans vous mentir, là aussi ça comporte des risques. Les risques, il y a les escarpements entre deux montagnes, les falaises. Il faut les grimper. Si votre chauffeur n'est pas doué, s'il ne connaît pas la voie, des accidents. C'est des accidents. Non seulement ça, il faut traverser, comment appelle-t-on, la Pendjari. C'est souvent des forêts. Il y a l'insécurité totale, le braquage. Donc, vu tout cela, les transporteurs aujourd'hui sont réticents à prendre par cette voie. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, aucun transporteur n'a commencé par emprunter ces contournements. Quelques-uns, quelques téméraires, ils passent. Mais aujourd'hui, le plus grand nombre est en stationnement. Je reviens de Parakou avant-hier lundi. Je suis revenu de Parakou. Sur toute la ligne, vous allez voir les camions chargés garés. Presque dans tous les hameaux, dans toutes les villes. Et à Malanville ou sur le parc de Malanville, n'en parlons pas. C'est ça, nous avons dénombré, les gens ont trouvé 1123 véhicules aujourd'hui stationnés. De lundi à aujourd'hui, le rang doit être encore grossi. Mais lors de cette rencontre avec le ministre des Transports, le ministre béninois des Transports, le ministre a quand même rassuré vous, transporteurs, quant aux difficultés que vous avez évoquées. Ce sont déjà des difficultés que vous avez évoquées lors de cette rencontre. Et il propose de mettre certaines facilités à votre disposition, par exemple des magasins et autre chose, comme il doit discuter avec Bénin Contrôle et la douane qui sera instruit au fin de faciliter les choses aux transporteurs et autre chose. Est-ce que qu'est-ce qui a évolué depuis cette discussion, depuis cette rencontre? Non, faciliter. Nous, transporteurs routiers de marchandises, il a dit, M. Tchombiano l'a dit, le problème ne se pose pas. Dès qu'un importateur met un sac sur notre camion, dans notre camion, eh bien nous, on commence par lui compter le stationnement. Et ce stationnement, le moindre coût, c'est 20 000 ou bien 35 000 jours. C'est ça. Le problème, c'est quoi?
c'est l'importateur, effectivement, qui a plus de problèmes. Nous, peut-être, nous n'allons pas transporter et gagner. Pour nous, c'est encore moindre. Mais l'importateur, comme il vous a dit, s'il y a marchandise, par exemple, je vais vous donner un cas. On a fait rentrer un navire à accoster. On a fait rentrer les camions. L'importateur, quand il a fait son calcul, il a dit au camion de ressortir. Parce qu'il sait que s'il lui met dans nos camions, eh bien, nous allons demander le stationnement. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a descendu la marchandise et l'a mis dans les magasins. D'autres, carrément, ont dit au navire de regagner Lomé. D'autres ont dit au navire de regagner le port de Tema, au Ghana. Voilà ce que notre pays devient. C'est pourquoi nous espérons que, eh bien, les entrepreneurs tiendront dans les 45 jours. Mais je vous ai dit, il y a une grue qui s'est enlisée pour ôter cette grue-là de la boue. Eh bien, ils ont fait d'abord 5 jours, voire 6 jours. Donc, moins 45 jours. Il reste encore 39 ou 40 jours. On reviendra aux 45 jours. Docteur Sonon, par rapport à la réaction de M. Babouni. Non, ben, écoutez, vous voyez, hein, je l'ai dit il y a quelques minutes, que les conséquences pour le Bénin seront aussi lourdes. Monsieur l'a confirmé. Ça a commencé. Moi, je parlais de moyen terme, mais là, c'est immédiat. Il y a des opérateurs économiques qui ont commencé par rerouter déjà des navires. Voilà les conséquences. Et lorsque vous avez des chiffres comme celui que j'ai ici, où le flux commercial entre le Bénin et le Niger a apporté au trésor public en 2015 plus de 54 millions d'euros, évidemment, ça a chuté à partir de 2016 jusqu'à 22 millions, qui chutaient déjà. Et nous avons ces 6 situations. Vous voyez les conséquences pour le Bénin. Et c'est justement, lorsque vous avez ces chiffres, qu'est-ce que vous faites? Monsieur a parlé de négligence. Oui, si c'est négligence, c'est quand même impardonnable. Parce que, en termes de priorité, de projets d'infrastructures publiques, vous devez, par exemple, prioriser la réfection ou la construction de nouveaux ponts carrément à ce niveau-là, parce que cela vous apporte énormément de ressources. Quelle est la pertinence de la construction d'un nouvel aéroport à Glodjibé par rapport à la réfection de ce pont ou la construction d'un nouveau pont, par exemple? C'est une question que je me pose. Donc, voilà les problèmes. Et les conséquences seront lourdes. Et ça pose un autre problème, M. Crépy. Ça pose un problème de proactivité de nos gouvernements en général. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que ce n'est pas la responsabilité de ce gouvernement, je dis non. Il fallait y penser. Est-ce que, au niveau... Quel est le ministère dans notre pays qui s'occupe... quel est le département qui s'occupe des questions, ce qu'on appelle en anglais preparedness and readiness, pour les situations que les Anglais appellent emergency and disaster management? Quel est le département qui s'en occupe, de sorte qu'on réfléchit pour dire, lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Le pont s'est effondré dans la nuit du 4 au 5, si mes souvenirs sont bons, et ce n'est que le 11 qu'on réunit les transporteurs pour leur parler des solutions. Cela veut dire qu'il n'y avait aucun plan à déployer. Donc moi je dis, j'encourage les gouvernements à avoir des départements qui anticipent. Nous sommes un pays côtier. Je vais faire une diversion utile. Nous sommes un pays côtier. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, l'eau prend tout le Cotonou? Comment on réagit? Comment est-ce que les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, la police républicaine maintenant, l'armée, comment est-ce qu'on coordonne tout ça pour réagir? Readiness and preparedness. Est-ce qu'on est prêt à réagir? La réponse est non. Donc, il faudrait que nous prenions cette situation comme une opportunité d'apprentissage pour faire en sorte que, et j'espère que ça n'arrivera plus, lorsque ça arrive, qu'il y ait des solutions rapides. Parce que vous voyez, c'est des solutions inopérantes. Monsieur l'a dit, on propose une solution où vous allez passer par des pays, un routing qui finalement n'est pas du tout opérant. Donc, voilà le problème que ça pose. C'est un problème d'anticipation et nous devons augmenter notre capacité d'anticipation et même au niveau de la réactivité. Vous voyez que la solution n'est pas opérante. Je vois que vous êtes entré déjà dans les solutions, ce qu'il faut faire pour l'avenir. Mais on va certainement y revenir en détail.
du côté des Nigériens, on parle également de ces voies de contournement qui ont été identifiées, dont vous venez de parler, par le Nigeria et par le Burkina Faso. Il faut s'attendre à des répercussions sur les coûts de transport. On a également posé la question au patronat, au secrétaire général des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Voici ce qu'ils ont dit. L'impact sur le pays également, qui attend des droits de douane, des taxes pour les impôts et pour même les communautés les communautés urbaines que traverseront ces camions. Donc, du coup, il y aura des frais additionnels. Mais lors de l'écoulement, les autorités béninoises avaient préconisé 2 contournements, ou en passant par le Nigeria, ou en passant par le Burkina Faso. Donc, à ce titre, la plupart des opérateurs économiques ont opté pour le Burkina Faso. En optant pour le Burkina Faso, c'est-à-dire Djougou, Tanganta et Fadangourma, on avait demandé au ministre du Commerce d'aller intercéder auprès du pays tampon, qui est le Burkina Faso, pour que des facilités de traversée ne puissent être accordées. Il ne faudrait pas que les gens profitent de la situation pour arnaquer les gens. Je pense que depuis le lundi, le ministre devrait aller, et le ministre devrait aller également au Togo pour que dans l'avenir, parce qu'il y a des marchandises qui attendent, et il y a des bateaux qui sont en rade, pour qu'au niveau de Lomé, on puisse nous accueillir à bras ouverts, c'est-à-dire en renonçant à certaines taxes. Et nous pensons que le ministre va pour une réunion et il va chercher de faire d'une pierre 2 coups. Nous l'encourageons et nous lui souhaitons bonne chance. Maintenant, vers le contournement du Nigeria, je pense que si les gens s'intéressent, il y a la commission nigéro-nigériane qui est là, qui a aussi un pouvoir, qui peut intercéder auprès des autorités du Nigeria pour que nos camions, parce que c'est cas de force majeure, puissent traverser le territoire de Kamba et ça va venir à Gaïa. Ou bien les autoriser pour les camions qui vont à l'intérieur du pays, par exemple Maradi, Tawa, Zender, qu'on puisse arriver jusqu'à Konni. Et à partir de Konni, les gens vont rentrer, ou vous partez à Tawa, ou vous continuez sur Maradi, Zender. Donc, la commission nigéro-nigériane doit être mise à contribution. Voilà, on vient d'écouter le secrétaire général des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Il a évoqué les difficultés et il a parlé également des ports à côté des pays limitrophes sur lesquels ils pourraient bientôt se rabattre pour faire leurs activités, des difficultés en perspective pour le port de Cotonou, M. Sono. Oui, je l'ai dit et je le répète. Moi, j'anticipe justement que des opérateurs économiques puissent rerouter leurs marchandises à ces ports voisins qui vont nous faire une concurrence. Et j'espère que ça va être juste ponctuel et que le flux va recommencer. Parce que si ça ne recommençait pas, je l'ai dit tantôt, le flux commercial entre le Bénin et le Niger, qui était de 54 millions d'euros, qui a chuté jusqu'à 22 millions d'euros en 2016, va continuer à chuter si on ne prend pas des mesures pour, par exemple, intervenir aussi dans la recherche des solutions. Je ne sais pas si le gouvernement l'a fait, monsieur va nous le confirmer. Moi, je crois que c'est la responsabilité du Bénin d'entrer rapidement en contact avec ces pays par lesquels
les marchandises vont passer pour négocier. C'est vrai, le Niger va le faire, mais le Bénin doit le faire aussi parce qu'on tire énormément de ressources de cette affaire. Donc le Bénin devrait absolument, j'espère qu'ils l'ont fait, s'ils ne l'ont pas fait, si le gouvernement m'écoute, je souhaite vivement que le gouvernement entre en contact avec ces pays pour leur expliquer la situation très rapidement, pour qu'on offre des facilités de passage aux transporteurs. Au moins, en faisant cela, les opérateurs économiques ou les transporteurs pourront dire, ben voilà, au moins le Bénin nous a aidés au moment où nous avons ce problème. Et est-ce que le Bénin a mis à disposition des entrepôts, par exemple, gratuitement? Parce qu'il faut accepter perdre un peu d'argent dans cette période. Est-ce que le gouvernement a pris des dispositions peut-être pour garder les produits qui pourraient éventuellement souffrir d'avarie? Moi, j'en sais rien, mais c'est des dispositions qu'on peut prendre pour soulager les opérateurs économiques, les transporteurs. Est-ce que le gouvernement a fait tout ça? Bon, moi, je crois qu'il faut... Est-ce que le gouvernement a fait... nous avons un transporteur sur le plateau qui pourrait nous parler. Je n'en sais rien. Mais ce que je voudrais dire, vous voyez, la situation géographique de notre pays, le Bénin, c'est envié par tout le monde. Dans la mesure où la seule voie, eh bien, qu'il n'ait pas de danger, aussi bien la traversée que tout, c'est le Bénin. Où il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de petite monticule. Quand le véhicule prend, rapidement, il s'en va. Même si un véhicule est usagé à l'extrême, il arrive à joindre Niamey. Ça, c'est une chance inouïe. Vous avez l'impression qu'on ne profite pas assez de cette chance? Maintenant, il faut accompagner cette chance-là. Il faut accompagner cela. En quoi faisant? Comme l'a dit M. Sono, eh bien, en prévenant, il faut que nos infrastructures accompagnent. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, nous n'allons peut-être pas le sentir maintenant, mais d'ici 3, voire 4 ou 5 mois, nous allons le sentir. Vivement que les 45 jours tiennent. Sinon, sans vous mentir, le peu qui nous reste là, eh bien, nous risquons de mendier. Ce n'est pas que je jette des mots en l'air. C'est très grave. Qu'est-ce qui vous rend aussi alarmiste? Ouais, ce qui me rend alarmiste, le transport routier de marchandises, ça augmente sur le PIB de notre pays. Ça a son mot à dire. C'est-à-dire? L'économie, c'est là, il va vous le dire. Je veux entendre, je vous ai dit, parler de tous ceux-là qui profitent du transport, du propriétaire de la marchandise, de celui-là qui vous cherche la marchandise, que nous appelons souvent les... comment appelle-t-on? Ceux-là qui vont chez l'importateur prendre la marchandise et nous revendent. Les intermédiaires. Les intermédiaires, merci beaucoup pour le mot. Les intermédiaires. Le mécanicien, le graisseur, ainsi de suite. C'est tout un système. Toute une panoplie de gens qui vivent de ce transport-là. Beaucoup d'emplois à l'arrêt. À l'arrêt. Je vous dis, j'ai suivi une de vos chaînes concurrentes qui disait ce matin que à Parakou, les gens n'arrivent même pas à acheter les cahiers pour les enfants pour qu'ils démarrent l'école. Et le directeur de cette école disait, même si c'est 2 ou 3 cahiers qu'ils ont trouvés, ils n'ont qu'à dire aux enfants de commencer. Puisque à cause de cela, eh bien, ils n'ont pas amené les enfants à l'école. Je vous parle d'aujourd'hui, ce matin, ce que j'ai su. Ça aura encore plus d'impact sur la pauvreté. Cela va creuser encore l'écart. Ça, c'est la vérité. Je ne suis pas un alarmiste, je ne suis pas un économiste, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Si nous nous prenons garde, notre pays va en déconfiture. Et vous savez, M. Crépy, c'est parce que le Bénin, et si je comprends bien, monsieur, c'est parce que le Bénin est dans une situation de quasi-monopole sur cette activité-là. C'est-à-dire, le Bénin se dit que de toutes les façons, on ne prendra pas le Bénin parce que nous sommes la voie la plus courte. Mais c'est dangereux. Si nous ne sortons pas de notre zone de confort, lorsque il va avoir d'autres facilités dans la sous-région, on est mort parce qu'on est
on est un pays essentiellement de services. Et il faut faire très attention, effectivement. Il faut qu'on sorte de notre zone de confort pour anticiper. Tout en restant dans cette zone de confort, on oublie que le Togo a entamé beaucoup de réformes pour baisser des taxes aux importateurs parce que le Togo veut faire passer les échanges avec le Niger de 2% à 5%. Des taxes ont été baissées, des infrastructures ont été érigées pour faciliter l'accès aux importateurs nigériens via le Togo. Et justement, c'est sûrement la raison pour laquelle le flux, le montant du flux entre le Niger et le Bénin a chuté. Certainement à cause des dispositions que prennent les autres pays de notre espace communautaire. Et donc, il faudrait qu'on fasse très attention et qu'on observe les concurrents. Et ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui parce que je disais tantôt que notre port n'était pas déjà assez fréquentable à cause des coûts. Et maintenant, si en plus nos infrastructures vont faire défaut, alors là, je dis, c'est la mort certaine qui nous guette. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je le dis pour que les dispositions soient prises. Alors, M. Baboni, est-ce qu'il y a cette crainte-là au sein des transporteurs que les importateurs et exportateurs nigériens décident du jour au lendemain d'abandonner le port de Cotonou et d'aller vers le port de Lomé, le port de Tema au Ghana? Naturellement. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, le port de Cotonou tient jusqu'à ce jour, vous n'allez pas croire. C'est grâce aux transporteurs. Vous allez le comment? C'est-à-dire? Voilà. Nous sommes dans la sous-région les moins 10 ans, les transporteurs. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si vous prenez une marchandise du port de Cotonou pour Niamey, là où le transporteur béninois prend 1 million de francs, tout compris, le transporteur Togo prend 1 500 000. Et c'est dans cela que les importateurs, quand même, arrivent à colmater les brèches. Parce que, comme l'a dit l'économiste, notre port est très cher. C'est très cher. Tout est cher pour le Cotonou. Le transit est cher. Les détentions, chères. Les surestaries, chères. Et comme il a dit, si on ne revoit pas cela, nous allons nous mordre les doigts un jour. Et ce serait tant pis pour nous. Nous n'avons que ça comme ressources. Jusqu'aujourd'hui, on me dit que nous avons des ressources minières, que nous n'en avons pas encore vu. Le peu qui nous fait, sur lesquels tout le monde arrive quand même à payer, disons, bon an, mal an, ses impôts, il faut quand même sauvegarder cela. C'est ça qui est la vérité. Alors, et puis nous perdons de vue quelque chose, le fait que c'est par ce même pont que le concentré d'uranium extrait depuis le nord du Niger transite vers le port de Cotonou pour être expédié vers la France. Et là aussi, nous risquons de perdre parce que les Occidentaux ne vont pas attendre que nous finissions de bâtir nos infrastructures. Ben, c'est cela. Donc, voilà les enjeux. Et j'espère que les autorités en charge de cette question-là sont en train d'analyser toutes ces données pour faire en sorte que nous ne perdions pas ces opportunités. Parce qu'effectivement, c'est un réflexe de l'opérateur économique. Il veut aller là où ça va mieux pour lui. Donc, effectivement, on pourrait perdre cette opportunité du transport de l'uranium par le Bénin, par le port du Bénin. Parce que, je le dis une fois encore, peut-être que nous sommes les moins 10 ans, mais attention, les autres sont en train de prendre des dispositions. Sortons de notre zone de confort. Sinon, nous allons nous lever un matin et nous ne trouverons plus personne à notre port. Alors, l'essentiel du fret nigérien passe par le port de Cotonou, qui est le port le plus proche de Niamey, vous l'avez dit, 1000 km environ. Alors, si le blocage continue, il faut craindre également des pénuries de marchandises au niveau des frontières, Malanville, Gaïa, de l'autre côté. Et on assistera certainement à des flambées de prix, ce qui se ressentira au niveau du panier de la ménagère également.
Absolument. Et je crois, j'ai oublié son nom, le monsieur Chambiano l'a dit. Et ça a déjà commencé sûrement au Niger. Parce que, oui, quand il y a rareté d'un produit, le coût, voilà, c'est ça. C'est ce qui arrive déjà au Niger. La politique de l'offre et de la demande. Et au Bénin aussi, au niveau de notre frontière. Donc, renchérissement des coûts. Et même, moi, je vais plus loin. Cela pourrait induire un refroidissement, pourquoi pas, diplomatique entre le Bénin et le Niger. Moi, j'en sais rien si ça doit perdurer. Parce que si le Niger ne voit pas le Bénin très actif dans la recherche des solutions, moi, je crains même que cela puisse induire un certain nombre de refroidissements diplomatiques entre les deux pays. C'est pour ça que je demande vivement au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures. Si monsieur le transporteur n'arrive pas à répondre à mes questions, je soupçonne donc que le gouvernement n'a pas fait ce que je dis là, par exemple, les frais de ce que vous appelez les frais de surestarie. Est-ce que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour les annuler systématiquement? Est-ce que le gouvernement a mis à disposition effectivement des entrepôts? Est-ce que le gouvernement a pris des dispositions pour aider ceux qui ont des produits périssables? De mettre à disposition des entrepôts quand même. Est-ce que c'est fait? Oui, lors de la rencontre, si. Maintenant, si les entrepôts sont mis, moi, je ne connais que mon camion. Mais c'est ça, il faut que... C'est l'importateur qui saura vous le dire. Un camion qui ne roule pas ne sert à rien. Alors, construire ce pont, reconstruire le pont en 1 mois et demi, 45 jours, c'est la promesse du gouvernement béninois. Est-ce que c'est un délai réaliste? Parce que beaucoup n'y croient pas, beaucoup demeurent sceptiques. Moi, je ne suis pas technicien. Est-ce que c'est un délai réaliste? Vivement que cela soit un délai réaliste. Parce qu'il en va de notre survie. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont déjà perdu 5 ou 6 jours du fait de l'enlisement d'une de leurs grues. Maintenant, est-ce qu'ils vont rattraper ces 6 jours? Nous sommes en train... Nous, ce que nous souhaitons, qu'ils mettent les bouchées doubles pour que le pont soit disponible. L'infrastructure soit disponible. En 45 jours, comme ils l'ont promis. Pour que nous-mêmes, nous puissions souffler. Justement, n'oublions pas qu'il y a des études à faire avant d'ériger de ce genre d'infrastructures qui, permettez-moi de le préciser, se trouvent dans un milieu marécageux et qu'il y a des soucis de changement climatique qui nous guettent également. Non, j'espère tout simplement que effectivement le gouvernement ne va pas confondre précipitation et vitesse, parce qu'effectivement c'est une situation urgente. Il fallait y penser. Bon, maintenant on y pense, d'accord. 45 jours, évidemment, ni monsieur ni moi nous ne sommes qualifiés pour infirmer ou confirmer, mais il faudrait. La recommandation, c'est que le gouvernement puisse mettre des experts pour suivre la qualité de ce travail. Parce qu'on ne veut pas une situation où, dans 1 an, le pont cède encore. Parce que vous voyez, les conséquences sont énormes. Donc, il faudra la célérité, mais surtout la qualité. Je ne sais pas comment est-ce qu'on réussit à arrimer tout ça en 45 jours, mais je souhaite vivement que les camions... recommence à rouler, parce que c'est comme un avion qui au sol, ça ne vaut rien. Croisons les doigts, espérons que la situation, le nœud sera dénoué, la situation sera décantée. Mais quelle leçon tirer pour l'avenir, Monsieur Sono? Moi, c'est ça qui m'intéresse énormément, parce que moi, je m'intéresse aux questions de management public. Je dis, profitons de cette opportunité pour nous poser les bonnes questions. Ce que nous appelions l'ancien pont, l'état dans lequel c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a pris les dispositions pour renforcer ou construire un autre pont? Moi, j'étais à l'ENIAM la fois passée. Lorsqu'il a plu, vous ne pouvez pas prendre des escaliers. Ça sointe du bâtiment. Cela veut dire que ça peut s'écrouler. Est-ce qu'on va attendre que ça s'écroule sur les étudiants avant de prendre les dispositions? Qu'on profite alors pour faire l'état des lieux de toutes nos infrastructures publiques, pour savoir où injecter effectivement l'argent. Donc, une question de priorisation. Et je recommande une fois encore ici la révision du PAG pour insérer ces priorités. Monsieur Baboni, très rapidement, 30 secondes, nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Un mot pour clôturer cette émission. Oui, je m'en voudrais de ne pas revenir sur... est-ce que les étudiants étaient... Je souhaiterais... nous n'en savons rien, nous autres. Peut-être que ces étudiants étaient menés
sur ce pont et que ça dorme. Je souhaite que cela ait été cela et que ça dorme sous un tiroir et qu'ils vont prendre les poussetiers et puis nous construire rapidement le pont. Vivement. En 45 jours. Vivement. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Ali Hassan Babouni, vous êtes le secrétaire général du patronat des entreprises de transport du Bénin, Pétrans Bénin. Fidèle Sonon, vous êtes consultant en management des organisations. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez également suivre ce numéro sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.